Salut à tous, c'est Hurricane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, ce sera une vidéo sur ma reconstruction psychologique après mon traumatisme crânien de l'été dernier. Ce sera une vidéo qui va être assez longue, vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses à dire. Pour ça d'ailleurs, je vais vous proposer quelque chose. Je parle pas très vite et du coup, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder la vidéo en fait en accéléré. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec un ami qu'on pouvait comprendre ce qui était dit. Après, en fonction des youtubeurs, en fonction de leur débit de parole, vous pouvez regarder en x1,5, x2. Mais moi, je parle pas très vite, donc franchement, c'est faisable. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc, je commence cette vidéo directement par mon réveil à l'hôpital une fois que je sors du coma. Je vous l'ai dit dans ma vidéo, je me rappelle pas de mon réveil, moi. Donc là, c'est un peu... Je peux pas vous le raconter, moi, parce que je me rappelle pas. Donc j'ai pas de vécu psychologique, puisque j'en ai un, mais je m'en rappelle pas. Donc je saurais pas vous dire dans quel état j'étais. Je pense que j'ai tout de suite été très combatif et dans l'idée de me battre pour retrouver mes capacités. Mais honnêtement, j'en sais rien. Il faut savoir qu'en plus, à cette époque-là, j'ai pas de notion du temps. Donc les médecins disent à mes parents, à ma famille, d'en profiter pour se reposer. Parce que j'ai pas encore de notion du temps, donc je vois pas, on va dire, le temps qui passe tant qu'ils sont pas là. Et quand je vais le retrouver, je vais avoir besoin qu'il soit là tout le temps. Donc en fait, à ce moment-là, c'est une période où je suis complètement déphasé. En fait, j'ai pas de notion du temps, je sais pas trop dans quel état je suis. Donc pour l'instant, psychologiquement, en fait, il n'y a pas de problème parce que je me rends pas compte, en fait. Et ensuite, je retrouve du coup progressivement la notion du temps. Mais par contre, j'ai aucune notion de la gravité de l'accident et j'ai pas du tout conscience de mon état en fait. J'imagine pas du tout que je suis dans un si mauvais état et c'est un peu difficile puisque du coup je fais des grosses bêtises. Par exemple, une fois je me suis retrouvé à retomber à l'hôpital parce que j'ai voulu faire mon transfert de mon lit à mon fauteuil. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais encore jamais mis un pied par terre. Et au final, je suis retombé, je me suis retapé la tête contre le lavabo. Donc ça aurait pu être très dangereux. Heureusement, il m'est rien arrivé. Mais voilà, à cette époque, j'avais pas trop conscience de tout ce que je pouvais pas faire en fait. Du coup, c'était un peu compliqué parce que j'avais l'impression de pouvoir faire beaucoup plus de choses que je pouvais en faire réellement. Et du coup, pendant un long moment, il y a quand même régulièrement où je me mettais en danger parce que je pensais que j'étais capable de le faire alors qu'en fait, pas du tout. Et à ce moment-là, en même temps, donc je vous l'ai dit, je retrouve la notion du temps, je reconnecte un peu avec la réalité. Le seul truc, par contre, qui me déconnecte un peu à la réalité, c'est qu'en fait, je vous l'ai dit, j'ai une amnésie de 2 ou 3 semaines. Et je sais pas si c'est lié à ça ou au choc en lui-même, mais j'ai un gros problème avec justement la réalité. En fait, à ce moment-là, je suis à l'hôpital et pour moi, ce n'est pas réel. En fait, tous les jours, je vérifie des trucs qui donnent des indices sur la réalité en fait. J'ai l'impression d'être dans un rêve ou je sais pas quoi, dans une autre vie. Je vis pas la réalité. Et du coup, par exemple, les soirs, je me couche en vérifiant que telle chose est bien à sa place. Comme ça, je me lèverai demain et je vérifie s'il y est encore. J'avais un truc pour sonner, pour appeler les infirmières. Il y avait un bouton rouge, un bouton jaune, un bouton vert, dans cet ordre-là. Je m'en rappelle pourquoi. Parce que justement, les soirs, je me couchais et je disais, ah oui, rouge, jaune, vert, il faut que demain je me réveille et que ce soit rouge, jaune, vert. Sinon, ce sera un indice que je suis pas dans la réalité en fait. Et pendant très longtemps, ça a duré comme ça, où j'avais pas l'impression d'être dans la réalité. Ça s'est un petit peu arrêté quand je suis arrivé à Divio en fait. Parce que justement, le fait que mon entrée à Divio soit repoussée très longtemps à cause de ma minorité, et ben en fait, ça me poussait à croire qu'en fait j'étais enfermé dans une sorte de monde virtuel à l'hôpital en fait. Je me disais, ah mais oui, en fait, c'est pour ça, c'est pas la réalité. Et en fait, je sortirai jamais de cet hôpital. Et puis finalement, je suis sorti et peu à peu, j'ai recommencé à me reconnecter à la réalité, mais ça a pris vraiment du temps. Enfin voilà. Donc je vous le dis, j'avais pas conscience de mon état et de ce que je pouvais faire et ne pas faire. Mais par contre, je me suis pas reposé sur mes acquis en me disant, oui, bah ça, je sais faire. Ou voilà, je me suis quand même toujours battu pour justement retrouver ma capacité, mes aptitudes. Donc en kiné et en ergothérapie, je bossais quand même beaucoup. Même à côté, quand j'étais dans ma chambre, je travaillais mes mains. Enfin voilà, j'ai toujours travaillé quand même. Donc on arrive à la fin de mon hospitalisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je recommence progressivement à marcher. J'ai l'impression que je peux marcher tout seul sans souci. La réalité est tout autre. En fait, il suffit que je descende des escaliers pour me péter la gueule, même si je me tiens à la rampe. En fait, je suis vraiment quand même très faible.
j'ai les jambes qui sont très faibles, je tiens pas du tout, donc c'est très compliqué. Mais je recommence à marcher. Le seul truc qui me manque vraiment complètement, c'est la parole. Je parle pas encore et je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi parce que tout simplement, il y a eu des fois où par exemple quand on m'a mis la sonde nasogastrique, j'ai hurlé. Quand je me raclais la gorge, je produisais du son. Et à côté de ça, des fois j'articulais. Donc je parlais sans sortir un son, mais j'articulais. Donc je me demandais pourquoi j'arrivais pas à parler. Et en fait, c'est en rencontrant la psychologue du CHU qu'on a parlé de ça justement. Et elle m'a demandé si j'avais peur de parler. Et en fait, on s'est rendu compte ensemble que tout simplement j'avais peur. J'avais peur de ne pas réussir à reparler. Et du coup, elle m'a un peu rassuré en me disant que dans tous les cas, vu les progrès que j'avais faits, il y avait peu de chances que j'arrive pas à parler. Et deuxièmement, même si j'arrivais pas à parler, il n'y avait rien de définitif en fait, c'était pas irréversible. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et en fait, en 3 jours, j'ai retrouvé la parole. Évidemment, j'avais pas cette voix-là. J'avais une voix très monocorde, très faible, très aiguë. C'était très compliqué de parler. Évidemment, j'avais pas utilisé mes cordes vocales du tout pendant un mois, un peu plus. Donc forcément, c'était difficile de recommencer à parler. Mais voilà, je retrouvais la parole en tout cas. Donc voilà, un mois après mon accident, quasiment pile en fait, j'ai eu mon accident le 17 juin, je rentre à Divio le 18 juillet, donc j'arrive au centre de rééducation, et là on me l'avait vendu pendant une semaine, 2 semaines, comme un super centre, j'allais beaucoup travailler, ça allait beaucoup me fatiguer parce que voilà, je devais beaucoup travailler, etc. Et moi ça me faisait pas peur, au contraire, j'étais trop content en fait. J'avais trop hâte de pouvoir travailler, de progresser de plus en plus, et voilà. Seulement, en fait, j'arrive un jeudi. Le jeudi, j'ai pas de rééducation, je rencontre quelques thérapeutes. Et ensuite, le vendredi, j'ai pas du tout de rééducation. Je m'attendais à faire une grosse journée, etc. En fait, j'ai rien. Et là, en fait, je suis anéanti. Voilà, ça met du temps à se mettre en place. Mais en fait, j'étais incapable de comprendre ça à l'époque. Moi, j'avais besoin de travailler parce que ça faisait un mois que j'étais à l'hôpital et ça commençait à devenir long. Au début, j'avais pas de notion du temps, mais là, ça faisait 2-3 semaines que je l'avais récupéré et ça commençait à devenir long. J'avais besoin de rentrer chez moi. Et du coup, je trouvais ça insupportable en fait de devoir passer des jours à Divio sans travailler. Pour moi, j'étais à Divio, c'était justement pour travailler tous les jours quotidiennement. Et du coup, là, j'étais très très déçu. Et j'étais même au fond du trou. J'ai demandé d'urgence à voir la psychologue et tout parce que ça allait pas du tout en fait. J'avais trop besoin de travailler et on me donnait rien à faire et je trouvais ça horrible. Bon, au final, dès lundi, j'ai commencé la rééducation, j'ai eu kiné, j'ai eu ergothérapeute et du coup, j'ai repris du poil de la bête et ça a été finalement progressivement puisque j'ai retrouvé justement toutes les envies que j'avais de progrès, etc. Sauf que ça a duré assez peu de temps parce qu'en fait, le week-end après mon arrivée, c'était le week-end de l'anniversaire de ma copine. Donc on s'était dit qu'on le fêterait ensemble tous les deux puisque dès mon arrivée, il m'avait dit que j'avais le droit à un week-end par mois complet. Les week-ends, j'ai le droit de sortir, mais il faut que je dorme à Divio. Il y a juste un week-end par mois où j'ai le droit de sortir du samedi matin au dimanche soir, en clair. Et du coup, je demande pour ce week-end et il est accepté. Heureusement pour moi, je suis très très content. Ce week-end est accepté, donc voilà. Sauf que le mardi, il le refuse. Finalement, il change d'avis et il refuse. Donc ça, c'était mon docteur finalement qui a refusé parce que j'avais pas la capacité, je marchais encore pas, il y a un étage chez moi, enfin voilà. Et là, du coup, j'ai haï le docteur. Ça a été très très dur pour moi d'accepter cette décision. Ça m'a anéanti. Je me souviens encore d'avoir appelé ma copine. On a passé 1h30 au téléphone où j'étais effondré, j'ai fait que pleurer. Et pendant 1h30, elle n'a pas réussi du tout à me consoler. J'ai pleuré pendant 3 heures consécutives à peu près. Ma mère était avec moi, elle savait pas quoi me dire. J'étais inconsolable. Et du coup, ça a été vraiment dur. Le truc dommage, en fait, c'est que mon médecin, après avoir refusé ma demande de week-end, est parti en congé. Et peut-être heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais fait des trucs totalement contre-productifs. Je serais allé hurler dans son bureau, enfin voilà, ça sert à rien. Et du coup, je me suis enfermé dans une haine et je voulais progresser et vite rentrer, mais non pas voilà, pour retrouver ma vie et tout, non, juste pour rentrer avant que le médecin rentre de congé, parce que je voulais plus jamais le voir. Au final, c'était très con, je continuais quand même à progresser, mais j'avais plus du tout le bon état d'esprit. Plus ça va, plus j'étais triste, plus j'étais en colère, donc ça servait à rien. Au final, progressivement, grâce aux visites de ma copine, de ma famille, de mes amis, j'ai quand même retrouvé un petit peu ma joie de vivre, mon sourire et puis l'envie de progresser pour retrouver vraiment mes capacités.
Du coup là on arrive en août, quand je suis arrivé à Divio, il faut savoir que je suis en fauteuil roulant, mais ensuite progressivement je recommence à marcher avec une béquille. Début août je peux même marcher sans rien, si je fais attention ça va, enfin voilà. Mais du coup moi par contre j'ai envie de partir, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez moi. Et du coup là j'ai fait beaucoup de progrès et je décide de partir. Je me dis, j'insiste auprès de mes parents, je me dis il faut que je parte, j'en ai marre, vous signez une décharge, vous faites ce que vous voulez, mais moi je sors de là. Mes parents évidemment refusent, et ils ont eu bien raison d'ailleurs, hein, faut suivre le protocole, c'est comme ça, même si c'est long, c'est important de suivre le protocole, c'est leur métier, ils sont médecins, ils connaissent mieux que nous de toute façon. Et ainsi, je me retrouve dans une situation horrible parce que je suis au fond du trou et je fais n'importe quoi, je vrille complètement. Et je me souviens d'un appel avec ma copine où justement je lui dis que quoi qu'il arrive je vais partir, et si mes parents veulent pas signer de décharge, bah, je vais fuguer, je vais me barrer parce que j'en peux plus, et moi je me casse de là quoi. Et du coup bon bah on s'embrouille parce qu'elle veut pas, elle sait que j'ai tort de faire ça. Elle a d'ailleurs complètement raison, hein, c'est débile de faire ça. Mais sur le coup moi j'en pouvais plus et je réfléchissais pas correctement quoi. Et du coup elle décide de prévenir ma mère parce qu'elle avait trop peur que je le fasse. Évidemment je lui en veux énormément puisque je lui avais demandé de ne pas le faire. Bon, au final ça s'est arrangé et puis voilà. Et enfin on arrive fin août, ça commence à aller un petit peu mieux. Et puis le médecin revient et j'apprends que je sors bientôt. En fait je crois que quand il revient il m'indique qu'il me reste une semaine je crois, enfin voilà. Et en fait j'ai fini un lundi et le week-end juste avant le lundi, on avait prévu avec mes parents depuis longtemps d'aller au meeting d'athlétisme de Paris. Donc heureusement le médecin me laisse y aller, donc on va voir le meeting d'athlétisme de Paris. Là-bas du coup je vois Kevin Mayer, le recordman du décathlon que vous connaissez sûrement. Et ça résonne assez particulièrement pour moi cet événement parce que tout simplement ça fait 1 mois et demi que Kevin Mayer est mon modèle en fait. À l'hôpital comme à Divio, j'ai dû regarder les vidéos de son record du monde des dizaines de fois parce que voilà, c'est un monstre de persévérance, de motivation, de détermination, d'abnégation, et surtout c'est quelqu'un de très humain, de très gentil, qui aime partager les choses. Et du coup en fait moi quand j'étais à l'hôpital, c'est vraiment des vidéos qui me faisaient pleurer et je les regardais et je me disais ouais je vais me battre moi aussi et je vais faire comme lui, je suis capable. Et du coup quand je l'ai vu ça m'a quand même fait quelque chose d'assez spécial parce que du coup ça faisait 2 mois que je ne jurais que par lui en fait. Du coup c'était quand même assez important. Donc voilà, je rentre à Divio le dimanche soir, le lundi je fais ma kiné et ensuite je peux rentrer chez moi. Enfin, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et dans une seconde vidéo du coup je vous expliquerai un peu ma vie depuis. Dans cette première vidéo je vous ai raconté ma reconstruction à l'hôpital et au centre, et je vous ferai une deuxième vidéo pour vous raconter ma réadaptation à la vraie vie et comment j'ai évolué depuis, comment je me suis encore reconstruit parce qu'évidemment tout n'était pas refermé quand je suis sorti de Divio, donc j'ai dû encore me reconstruire, et comment justement je me suis accompli et j'ai réussi à évoluer quand même après tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous, profitez bien de vos proches et surtout on se retrouve bientôt pour la suite.